Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Centrafrique. Une contrée isolée, longtemps à l'écart et ignorée. Bien avant notre ère, le rivage méditerranéen de l'Afrique, notamment autour de Carthage, de la Cyrénaïque et de l'Égypte, s'enorgueillissait d'abriter de grandes cités à l'architecture moderne servies par une société cultivée et au goût raffiné. Résolument tourné vers le nord et l'Europe, il participait activement au grand mouvement de civilisation. Ceux-ci n'allaient pas sans d'incessantes guerres de conquête habillées en croisades pour leur donner l'onction religieuse d'entreprises honorables. L'objectif visé en restait pas moins la constitution d'immenses empires qu'on organisait en ère durable d'influence politique, de diffusion culturelle et d'échanges commerciaux. Toutefois, l'Europe continuait de focaliser son attention et ses intérêts en priorité sur l'Asie et le Pacifique, qui à ses yeux présentaient les meilleures opportunités d'affaires juteuses. Avec la Chine et le Japon qu'elle ne pouvait soumettre à sa loi, elle signait des accords commerciaux et y installait des comptoirs. Ailleurs, dans le sud-est asiatique continental, Inde, Cambodge, Vietnam et insulaire, Malaisie, Indonésie, où les rapports de force étaient à son avantage et lui permettaient d'avoir les coudées franches, elle créait des colonies. Bientôt elle sera rejointe par les États-Unis d'Amérique, qui mettront les Philippines sous leur tutelle. L'épopée des grands voyages commerciaux de cette époque rapporte que des caravanes de marchands descendaient du nord de l'Afrique vers le Sahara désertique. Elles apportaient du sel et des épices, l'enseignement de l'écriture, la lecture des saintes écritures et des œuvres savantes. Elles diffusaient la culture dans la région et on met à leur actif la création et l'animation de Tombouctou, première université noire au sud de la Méditerranée. C'est donc beaucoup plus tard, au temps des missions d'aventure et de découverte, que le reste du continent africain, en ses façades maritimes à l'est, à l'ouest et au sud du Sahara, sera exploré et occupé. En différents points de cette côte, les uns pour leur intérêt stratégique, les autres pour leur meilleure accessibilité, furent érigés de nombreux comptoirs d'échanges commerciaux pour accueillir les bateaux marchands, y compris la flotte négrière. Mais encore longtemps on hésita à se risquer plus en profondeur à l'intérieur des terres, en particulier dans la partie couverte par la forêt. Ce vaste territoire resta exclu et coupé du monde extérieur. Seuls des autochtones y entraient en dernier recours pour s'y cacher et ne plus en ressortir. Les esclavagistes arabes descendant du nord-est sous les ordres du khedive d'Égypte pouvaient opérer des razzias dans tout le Darfour. Ils n'osaient jamais poursuivre leurs victimes jusque dans la grande forêt où beaucoup trouvèrent refuge et s'installèrent définitivement. Leurs collègues aux ordres du sultan de Zanzibar, qui pénétrèrent le continent sur sa façadette, réalisèrent des rafles d'esclaves jusqu'en Ouganda et au Sud-Soudan. Eux non plus n'abordèrent jamais la grande forêt. Lorsqu'au milieu du XIXe siècle Stanley entreprit de traverser le continent d'est en ouest et qu'en 1876 il remonta le cours du Congo, la zone comprise entre les deux rivières, Ubangi au sud et Chari au nord, qui sera appelée Ubangi-Chari, était bien à l'écart de son itinéraire et manqua une nouvelle occasion d'être explorée. Léopold II, roi des Belges, commençait à lorgner avec insistance vers ce no man's land et n'excluait pas de l'intégrer à l'État indépendant du Congo, son bien personnel. Savorgnan de Brazza, installé à Brazzaville, eut vent du projet d'annexion. Il en informe la France, sa patrie, qui immédiatement intègre la zone à son espace à explorer et à coloniser. Il paraît vraisemblable que la France ait mis l'Ubangi-Chari dans son escarcelle, avec la seule volonté de ne pas faire un autre cadeau territorial aux Belges. Aussi, des années plus tard, s'avère-t-il de façon affligeante que la France ne sait toujours pas plus qu'à l'époque ce qu'elle pourrait bien faire de ce territoire. Le pays tout entier souffre de ce statut de territoire acquis au pis-aller, ce qui en fait un État traité inéquitablement, toujours en fin de liste et à la traîne des autres. C'est le pays dont on expédie les problèmes pour vite les oublier, et qu'on relègue dans les quantités négligeables. Pourtant, déjà à l'époque, le territoire ne manquait ni d'intérêt ni d'atouts en dehors d'avoir servi de refuge à diverses populations fuyant devant des esclavagistes. La nature y donne à observer une grande biodiversité. La flore, constituée de grands arbres en zone forestière, renferme en grande quantité diverses essences rares. La faune riche et variée comprend des éléphants aussi bien en forêt que dans la savane où évoluent des rhinocéros, des lions, des guépards, des panthères, des buffles et toutes sortes d'antilopes qui pourraient facilement aiguiser l'appétit de chasseurs d'images ou de trophées.
les petits cours d'eau charrient du diamant alluvionnaire et des paillettes d'or. Mais la seule évocation des difficultés à surmonter, voire des périls à affronter, pour d'abord accéder dans la zone et ensuite y survivre assez longtemps pour exploiter les richesses, suffisait à décourager jusqu'aux plus intrépides parmi les missionnaires. On disait en effet que les seules voies d'accès étaient les grandes rivières. On imaginait avec frayeur l'impétuosité de leurs cours sauvages, irréguliers, coupés de rapides et infestés d'hippopotames irascibles et de crocodiles hypocrites. Il y avait ensuite la chaleur et la moiteur de l'air du sous-bois qui se conjuguaient en une atmosphère si étouffante, que s'y maintenir se payait en souffrances inhumaines. L'homme y était régulièrement pris en chasse par une certaine mouche tsetse à la recherche continuelle de sang humain pour son breuvage. Cette glossine vampire, non contente de soutirer du sang à ses victimes, leur transmettrait également la trypanosomiase, une maladie effroyable qui allume un feu dans votre cerveau et vous rend fou avant de vous plonger dans le sommeil et la mort. De jour comme de nuit, en sous-bois comme dans la savane, des moustiques vous assaillent pour prélever leur tribut de sang en même temps qu'ils vous inoculent la fièvre jaune. Celle-ci, après avoir jauni vos yeux et assombri vos urines, vous fait saigner de toutes vos muqueuses dans un tableau de fatigue extrême et de grande douleur qui vous amenait inexorablement à la mort après un dernier vomissement de sang noir, le vomito negro des Portugais. Avec une fréquence encore plus élevée, ces maudits moustiques propagent également la malaria, la bien connue fièvre des marais dont les crises font passer le corps par des périodes de chaud et de froid avec des frissons si intenses qu'ils se transmettent en secousses au lit du malade. L'atteinte des reins et du cerveau aggrave le pronostic vital de ces crises chez les sujets vierges exprimant leur première exposition à l'infestation. Somme toute, cette partie du continent était présentée comme un bout d'enfer sur Terre. L'homme y était partout et à tout instant en danger. En effet, dès qu'il parvenait à s'extirper de l'étouffant sous-bois, il était dans la savane immédiatement pris sous la menace d'être dévoré par l'une des innombrables bêtes fauves ou de mourir d'envenimation par morsure de serpent et piqûre de scorpion. Habituellement, à cet instant précis de la narration, la voix du conteur de ses malheurs se casse. Elle devient légèrement chevrotante par effet simulé pour non seulement susciter la frayeur mais encore planter durablement et profondément dans l'esprit de l'auditoire le dégoût et la répulsion que lui provoquera désormais la seule évocation de ces lieux et de ces moments difficiles. Pareilles histoires étaient nombreuses. Elles concluaient des récits de voyages plus souvent imaginaires que véritablement vécus, et elles produisaient merveilleusement les résultats attendus de leurs auteurs. Elle décourageait et dissuadait définitivement les velléités d'aventure à tenter dans cet espace maudit. En conséquence, adossée à cette réputation vraie ou fausse d'écosystème inhospitalier et déclarée inexpugnable derrière sa forêt, la région resta vierge de toute pénétration étrangère à visée civilisatrice jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors Émile Gentil, premier explorateur français de ces lieux. Depuis des jours dans sa solide pinasse il naviguait sur la tumultueuse rivière Ubangi, le principal affluent du fleuve Congo. Stanley, en descendant le cours du Congo une décennie plus tôt, avait ouvert la voie à l'exploration européenne de la région. Mais l'itinéraire de la mission d'Émile Gentil n'en demeurait pas moins inconnu, et une route nouvelle qu'il ouvrait au fur et à mesure de la progression de son embarcation sur l'eau. Dans cette course vers le nord, l'explorateur s'enfonçait chaque jour un peu plus dans l'épaisse forêt équatoriale. L'atmosphère de chaleur moite écrasait de son poids immatériel les membres de son équipage. On était dans l'intersaison, une période d'incertitude et de variation climatique. À cette époque de l'année, le temps prend quelque malin plaisir à jouer avec la labilité des repères célestes pour mieux embrouiller ceux qui s'essaieraient à la prévision météorologique sur la foi des seules données visuelles utilisables. Pendant que les anciens repères s'estompent lentement, donnant l'impression d'hésiter à disparaître, les nouveaux procèdent par à-coups, apparaissant brusquement comme pour manifester leur impatience à se mettre en place et s'effaçant ensuite comme vaincus par la résistance des anciens. Même les autochtones qui les subissent pourtant chaque année peinent à s'y retrouver. De toutes ces variations présentes, lesquelles sont-elles condamnées à disparaître et lesquelles arrivent-elles pour s'installer durablement ? Le résultat est une désorientation complète et comme tout cela se passe dans un bouillonnement incessant et un bouleversement intense, le ciel en paraît profondément troublé. Néanmoins, les nombreux nuages restent accrochés assez haut dans le ciel, la chaude journée va à son terme sans la pluie. Les brumes persistantes de la saison sèche qui raccourcissent la vue se sont dissipées,
L'air frais et sec de l'harmattan qui les accompagne a laissé la place à la moiteur qui progressivement enveloppe toutes les activités humaines de sa poisseuse présence. Le moindre effort musculaire se paye en sueur profuse. Émile Gentil et ses hommes allaient au fil de l'eau, ayant choisi de naviguer proche de la berge pour éviter d'affronter le courant dans leur remontée de la rivière. La monotonie du parcours avait installé la nonchalance chez les hommes, et il régnait une grande apathie à bord de l'embarcation. Des pique-bœufs au plumage d'un blanc immaculé posés comme une nappe de neige sur la verdure descendant en pente douce vers la rivière attirèrent à peine leur attention. Un troupeau d'éléphants descendus s'abreuver et que l'embarcation surprit en train de s'asperger et de s'ébattre dans l'eau n'éveilla pas plus leur intérêt. Plus loin, des buffles qui semblaient marquer un arrêt sur la berge, attendant de voir passer les intrus en ces lieux avant d'entrer dans l'eau, ne réussirent pas, eux non plus, à induire le moindre commentaire d'émerveillement. Le ramage des oiseaux arrivant des deux rives pour se fondre en un vacarme unique avait pris la barque et son équipage dans un manchon stéréophonique qui les accompagnait dans leur progression et les berçait. Insidieusement, les longues heures passées au fil de l'eau et le manchon de concert avaient déconnecté l'équipage à la fois du temps et de l'environnement. Les hommes étaient adossés sur chaque côté à la paroi de la coque de la barque, alanguis et battus par le sommeil. Seul veillait le timonier et son supplétif installé à l'avant pour guider l'embarcation à travers les obstacles. Les heures s'écoulaient monotones comme l'onde sur laquelle ils voguaient, sillon mouvant encadré sur les deux berges par une verdure sombre. On aurait dit qu'à leur usage en prévision de la part qu'elles prendraient dans le déroulement de cette pérégrination, la rivière s'était accordé le temps nécessaire pour fendre la verte sylve à l'infini et leur faire un chemin. Pour autant nulle mésaventure n'était écartée, le péril guettait et le malheur pouvait frapper à tout instant. Tant qu'ils étaient sur l'eau, la principale menace qui pesait constamment sur ces hommes était le risque de causer des dommages irréparables à l'embarcation. Ce danger pouvait surgir sous la forme d'un récif, d'un étoc, d'un tronc d'arbre dérivant ou d'une femelle hippopotame toujours imprévisible dans ses réactions quand on s'approche trop près de ses petits. Après qu'on l'aura vue plonger, elle aura autant marché que nagé sous l'eau. Puis émergeant soudain des profondeurs, la femelle mastodonte, de son museau trapu, soulèvera l'embarcation avec son contenu pour la projeter au loin comme un frêle esquif. Elle complétera sa rage en mordant dans tout ce qui bougerait, et aurait le malheur de se trouver encore dans l'espace qu'elle estime être compris dans son périmètre de sécurité. Le pays est né d'un banal accident de navigation. En cette journée de l'an de grâce 1886, l'explorateur venait de s'engager sur un coude de la rivière, lorsque subitement de violents rapides le projettent contre un promontoire. Il dut accoster. Le promontoire rougeâtre et étonnamment chauve était comme accouché de l'ensemble vert sombre de la forêt environnante. Il se prolongeait d'un imposant piton rocheux qui semblait braver des flots rugissants et écumants d'impuissance à ses pieds. Émile Gentil se hissa sur l'immense piédestal. Il était dos à la rivière. De son regard, il prenait en enfilade la rive droite sur une grande partie de sa longueur avant qu'elle ne plongeât pour disparaître derrière une boule de verdure figurant une petite île, laquelle divisait le cours de la rivière en deux branches d'inégale largeur. L'explorateur et ses hommes étaient face au Baoubangui. Ils se sentaient tout petits, écrasés par la colline chevelue qui émergeait de la dense verdure et leur barrait la vue. Émile Gentil se trouvait ainsi au beau milieu de la grande forêt équatoriale. Il s'émerveillait devant les arbres gigantesques. Ensemble ceux-ci semblaient former un rempart et un véritable mur d'enceinte protégeant la forêt. Ces géants projetaient en port majestueux haut vers le ciel leur canopée dont une grande partie était noyée dans la brume permanente en suspens, indicatrice de la forte hygrométrie alliée à la chaleur tropicale. Leurs troncs étaient immenses, portés par des racines robustes naissant plus haut que de coutume. Troncs et racines plongeaient dans la rivière comme de véritables contreforts. Ils soutenaient l'ensemble vert sombre touffu impénétrable courant sur la berge de la rivière et couvrant celle-ci sur toute sa longueur et au-delà. C'était la nature déployée dans toute sa splendeur. Elle suscitait l'émerveillement, et elle faisait peur à la fois. Était-ce par désir d'immortaliser ce jour de son accident de parcours? Émile Gentil implanta les fondations de la première ville sur le promontoire rocheux contre lequel son embarcation venait de s'échouer. Il venait de créer Bangui, la future capitale de l'Oubangui-Chari et plus tard de la République centrafricaine.
Les Pygmées étaient déjà sur place. Premier explorateur européen en ces lieux, Émile Gentil était loin de se douter que cette verte sylve apparemment impénétrable pouvait abriter une communauté humaine. C'est pourtant le domaine des Pygmées. Nul ne peut dire précisément à quelle époque les Pygmées colonisèrent cette zone, mais à tout le monde ils donnent l'impression de s'y être solidement adaptés et intégrés à l'écosystème. Petits hommes bien différents du nain micro ou macromélique, souvent porteurs de malformations physiques de la tête, du tronc et des membres, les Pygmées sont en général harmonieusement proportionnés. Le teint est clair, les cheveux crépus sont parfois blonds. Le visage est partagé en deux par une ligne médiane tatouée depuis la naissance des cheveux au front jusqu'à la pointe du nez. Ce dernier n'est pas écrasé comme chez la plupart des bantous de la savane, mais il n'est jamais petit et il comporte de larges ailes sous lesquelles s'ouvrent des narines plutôt démesurées pour de si petits corps. La distribution de la pilosité chez le mâle pubère est semblable à ce qui est communément observé dans le genre humain. La calvitie est commune alors que la barbe et la moustache sont étrangement rares. Les adultes hommes et femmes portent des caches-sexes confectionnés à partir d'écorces d'arbres travaillées. Jusqu'à la puberté, les enfants des deux sexes sont plutôt nus. Le mode de vie des Pygmées les a intimement et solidement intégrés à la nature. Il s'est bâti sur des connaissances et un savoir-faire pratique, fruit d'observations patiemment collectées et transmises d'une génération à la suivante à travers l'éducation des enfants. Les Pygmées chassent à la battue avec des filets fondus dans la sylve épaisse où le gibier vient s'empêtrer. Ils piègent les petits rongeurs selon des techniques très élaborées utilisant de petites nasses ou des collets posés sur le trajet des venelles empruntés par ces animaux en quête de nourriture hors de leur terrier. De leur vécu quotidien, ils ont également tiré une solide science de la nature. Celle-ci, dame généreuse, leur fournit absolument tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de leurs besoins vitaux. Ainsi, les jeunes plants servent à la construction des huttes d'habitation qui ne dépassent jamais 1,5 mètre de hauteur. Les racines des plantes et leurs fruits entrent comme divers ingrédients de base de l'alimentation. Les aliments sont consommés crus, grillés ou cuits au feu de bois. Le feu est connu et allumé selon la technique ancestrale. La viande et le poisson sont conservés boucanés plutôt que séchés car les rayons du soleil percent difficilement à travers la canopée. Les écorces sont travaillées pour donner des habits, les femmes cachent leur nudité avec des feuilles. Des principes actifs de médicaments sont extraits des racines, des écorces, des feuilles et des sommités fleuries. La maîtrise que les Pygmées ont de l'utilisation des plantes dans le traitement de certaines pathologies ferait pâlir les meilleurs herboristes du monde. Les Bantous, habitants de la zone forestière qui entretiennent des relations étroites avec les Pygmées, n'hésitent pas à se détourner de la médecine moderne pour fidèlement et en confiance recourir à la science médicale de ces petits hommes. Ils sont assez souvent satisfaits des résultats des traitements proposés en réponse à leurs problèmes de santé. Cette science de la nature a vraisemblablement permis aux Pygmées de se préserver de la maladie dans leur environnement connu pour être assez hostile. Ils sont ainsi parvenus à assurer la survie de leur communauté à travers des siècles. L'éclatement en petits groupements d'une dizaine de ménages organisés en totale autarcie et le confinement au plus profond de la forêt pourrait bien avoir été un comportement raisonné fondé sur des leçons tirées de drames vécus. En se dispersant, les Pygmées s'étaient mis à l'abri de grandes hécatombes que pouvait provoquer une épidémie dans leur population. Et tant qu'ils vivaient en vase clos reclus dans la forêt impénétrable, ils se préservaient des pathologies en cours chez les grands noirs vivant à l'orée de la forêt et dans la savane. Les Pygmées pourraient bien être les ancêtres de l'humanité. Mais s'ils ne l'étaient pas, tout au moins pourraient-ils prétendre constituer un maillon suffisamment ancien dans la chaîne de l'évolution de la race humaine. Car selon la Genèse, au départ était un seul continent, socle monolithique unique émergé des eaux. Et s'il est admis que Dieu créa l'homme pour y vivre, que de l'une des côtes de ce dernier il fit la femme sa compagne et lui insuffla la vie, la multiplication des humains pour peupler le paradis qu'ils venaient de perdre suite au péché de fornication, a été inévitablement incestueuse dès la 2e génération. Le moine Mandel a montré, avec l'étude de la drosophile, la mouche du vinaigre, que les reproductions répétées à l'intérieur de la même famille, entre frères et sœurs, donnaient lieu à une haute fréquence de mutations, que la multiplication de ces mutations révélait précocement des tares qui autrement se seraient exprimées beaucoup plus tard au cours de la vie, sinon jamais,
que certaines de ces tares précocement exprimées étaient mortelles. De cette manière, le processus contribue à la sélection naturelle. S'agissant de l'origine des différents groupes de la race humaine, on pourrait imaginer que la fréquence élevée des mutations dans le contexte des procréations incestueuses ait créé des drifts affectant particulièrement le phénomène. Ces mutations auraient remanié assez profondément ce dernier pour donner naissance à des phénotypes suffisamment différents mais soutenus par le même germène humain resté inchangé. À la suite se seraient produits certains événements dont on ignore les causes et qui auraient amené la ségrégation des phénotypes formés. Ces derniers ont pu ou ont dû se rassembler au cours du temps en isolats homogènes. Ceux-ci ont migré du centre aux quatre coins du continent monolithique. Sous l'effet des tensions créées par les plaques tectoniques qui lui servent de socle, le continent monolithique a commencé à se fissurer pour finalement se scinder en plusieurs morceaux d'inégale superficie. Ces différents morceaux ont dérivé et continuent de dériver de nos jours après avoir formé les 5 continents du monde terrestre. L'un de ces morceaux s'est tellement divisé qu'à la longue, le continent créé est un émiettement d'îles de toutes les tailles, plus fréquemment volcaniques. C'est l'Océanie actuelle avec la Micronésie. En se séparant, chacun des 5 morceaux avait emporté et conservé 1, 2 ou 3 isolats phénotypiques. Au cours du temps, le développement socio-culturel a fait émerger le phénotype dominant majoritaire, qui naturellement a imprimé et imposé son identité au continent de dérivation. Le bloc eurasien sera ainsi dominé par le phénotype blanc à l'ouest et jaune à l'est, les blocs africains et océaniens par le phénotype négroïde et le bloc américain par le phénotype indien d'Amérique. Généralement, on oppose 2 thèses. La position scientifique et le point de vue théologique chaque fois qu'on discute de l'origine de l'humanité, mais que celle-ci ait été une création ex nihilo de la puissance divine, la main immatérielle qui organise tout, ou le résultat de la diversification d'un variant adapté supérieur issu de la chaîne d'évolution d'une branche de primates du règne animal, les pygmées apparaissent comme un maillon suffisamment ancien de cette chaîne pour prétendre être des ancêtres de l'humanité. À cet égard, les débats ne manquent pas d'invoquer les points suivants parmi d'autres comme preuve à l'appui de cette thèse. L'Afrique est le plus vieux de nos continents et paraît bien avoir été le continent initial qui s'est fissuré pour donner naissance aux 4 autres. À ce jour, c'est en Afrique qu'ont été exhumés les plus anciens squelettes d'anthropoïdes. Lucie dans la Rift Valley et Toumaï au Tchad. Les 2 êtres devaient s'ébattre dans le même écosystème qui en ces temps anciens était fait de forêts tropicales luxuriantes. Sous l'effet des changements climatiques, ces vastes forêts ont progressivement perdu de leur étendue pour s'organiser selon leur actuelle topographie de part et d'autre de l'équateur au centre de l'Afrique. Ces forêts continuent d'abriter les pygmées qui, par rapport aux ancêtres anthropoïdes, ont conservé la même taille, le même habitat, le même mode de vie fondé sur la cueillette et la chasse. Enfin, la tectonique des plaques et la dérive des continents, évoquées à l'origine de la formation de nos 5 continents actuels, sont des phénomènes désormais reconnus scientifiquement. Elles se rappellent régulièrement à nous de façon dramatique et douloureuse par les séismes, tremblements de terre et tsunamis. Du Piton rocheux, Émile Gentil ne se lassait pas de contempler la forêt. En s'éloignant du bord de l'eau dans une progression vers le nord comme le feront d'autres missions à la suite de la sienne, il aurait traversé entièrement la forêt. Pendant ce parcours, il aurait vu la splendeur verte se dégrader continuellement, les arbres perdre peu à peu de leur mensuration insolente et le sous-bois s'éclaircir. Bientôt le jour se fait et la nature s'ouvre en une savane herbeuse ponctuée d'arbres de moins en moins gigantesques. Le type humain change également. Il prend une taille normale, souvent élancée et bien au-dessus de celle des pygmées. Une population bien diverse à tous égards. À l'ouest est le pays Baya. Organisé en clans d'agriculteurs sédentaires, les Bayas sont pêcheurs et chasseurs à l'occasion. Ils ont la fierté chevillée au corps, portent leur honneur comme un étendard et cocardiers impénitents. Ils ont une forte inclination à guerroyer entre eux pour des vétilles, souvent pour montrer qui reste le plus fort. L'habitat est ici plus grand, pouvant comprendre plusieurs chambres et plus élaborées avec des murs en pisé et un toit de chaume. Certaines familles élèvent des caprins et de la volaille. L'élevage de bovins est totalement ignoré, et très longtemps on aura peur des vaches dans cette région. Dès les premières pluies, le père de famille aidé de son épouse ou le jeune affranchi qui s'est construit sa demeure et envisage de se marier, délimite et cultive un champ souvent de superficie modeste.
On traverse les ruisseaux à gué et les rivières dans des pirogues creusées dans des troncs de rogniers ou de grands arbres. On ne sait pas construire des ponts pour enjamber les cours d'eau. Dans la vie au quotidien en société, la sagesse est guide de tout comportement et attitude. Le souci le mieux partagé entre adultes est de toujours rester dans les normes, pour ne jamais susciter la convoitise et la jalousie. Heurter certaines personnes vous expose en sourdine ou de façon ouverte à des actes de malveillance, où le risque vital est à redouter. Ici il y a derrière tout décès, la main de quelqu'un comme cause de la mort de la victime. On comprend aisément que de tels principes de vie puissent brider les ambitions individuelles, étouffer la créativité, annihiler l'initiative, l'ambition et l'esprit d'entreprise, exclure le progrès et l'émancipation. Personne n'ose émerger. Ces principes contribuent à niveler la société par le bas, et ils confinent la communauté dans le marasme qui la fait reculer sur tous les plans, socialement, culturellement et économiquement. Travailler honnêtement et durement pour créer l'opulence ou construire une maison plus grande et à la taille de sa famille pour vivre à l'aise, sont classés parmi les excès condamnables. Perçus par la communauté comme désir malsain de leurs auteurs de se singulariser, ces initiatives sont jugées attentatoires au chef de clan qui y voit une volonté manifeste de lui faire de l'ombre et une menace durable sur sa position. La famille et son intrépide père courent le risque d'être stigmatisés et de subir longtemps l'ostracisme dans leur communauté. Dans l'environnement constitué de petits groupements humains où tout le monde se connaît et se côtoie tous les jours, s'extraire de sa communauté ou en être rejeté équivaut à un suicide ou une condamnation à mort. Dès lors, même contre son gré, on se conforme aux standards de vie. Les activités agricoles et d'élevage sont exécutées pour produire la quantité qui suffit à couvrir les besoins de subsistance de la famille car produire en excès finirait par attirer le mauvais œil sur la famille. On s'oblige au nom du principe de précaution à limiter à moins de 20 têtes les élevages de caprins, de porcins ou de volailles, et à 1 hectare au maximum les surfaces cultivables par une famille. De ce lopin de terre, l'homme et la femme enlèvent les mauvaises herbes à la houe, debout ou accroupis. Cette phase achevée, l'homme procède seul à la coupe des arbres dont il débite les troncs qui serviront de bois de chauffe après avoir séché au soleil. Les feuilles et les herbes arrachées sont mises en tas et brûlées sur place pour enrichir le sol. La préparation du terrain pour recevoir les semences ignore le dessouchage des petits arbres. L'engrais animal est rarement utilisé. Les restes de troncs sectionnés à mi-tibia d'homme reforment inévitablement de la verdure indésirable qui menace de contrarier le développement des cultures. Le sésame semé à la volée est dévolu à une parcelle réservée. L'arachide, le haricot et parfois le potiron sont semés côte à côte avec le mil et le maïs. Les premiers poussent au pied des derniers qui, une fois levés, leur servent de protection contre les pluies trop fortes. La moisson commence avec les haricots et finit avec le mil et le sésame. Le champ est de nouveau préparé sur toute sa surface et reçoit immédiatement des boutures de manioc. Celles-ci, profitant des dernières pluies, acquièrent rapidement un niveau de développement qui leur permet de traverser les rigueurs de la saison sèche sans dommage. L'année suivante, le couple migre et fait son champ sur une nouvelle surface, l'espace ne manque pas. Très tôt le matin, dès que les premières lueurs du jour ont fini de chasser les ombres de la nuit, on se rend au champ. On y travaille jusqu'à ce que le soleil, dardant ses rayons obliquement sur les tempes, indique qu'il est quelque part entre 14 et 15 heures. C'est le moment de rentrer à la maison. La femme ramasse ou cueille ça et là de quoi préparer le repas du soir, y compris le bois de chauffe. Soit elle prend toute sa récolte en une botte avec des attaches de lianes, soit elle l'entasse dans une grande cuvette. L'une ou l'autre chargée sur sa tête, elle se met en route pour la maison en marchant toujours devant l'homme. Celui-ci ne peut s'encombrer autrement que de sa lance à la main, de son arc et du carquois de flèches qu'il porte en bandoulière. De cette manière, il pourrait réagir promptement en cas de danger pour assurer la défense de sa femme et la sienne propre. À partir de 6 ans, la petite fille commence son éducation de femme au foyer et de future maman auprès de sa mère qu'elle aide dans tous les travaux. Elle est la première qui se lève le matin pour balayer la cour de la maison familiale. Ensuite, elle chauffe assez d'eau pour la toilette des autres membres de la famille quand ils se lèveront tout à l'heure du lit. Enfin, elle apprête le petit déjeuner pour toute la maisonnée. Elle reste constamment au contact de sa mère et des femmes de la communauté pour cet apprentissage. Elle est étroitement surveillée dans ses déplacements et ses comportements.
durant toute la période de sa maturation pour devenir uniquement épouse et mère, elle est vue et traitée comme une variable importante de la respectabilité, de l'honorabilité et de la crédibilité attachée au nom de la famille. Forcément, tout le petit monde de la famille élargit à l'œil sur elle, chacun surveillant ses déplacements, épiant ses moindres gestes, s'obligeant exprès à la regarder avec des yeux furibards aux seules fins d'anticiper sur d'éventuels écarts aux convenances. Ces restrictions sont imposées très tôt à la liberté de la petite fille, dans le but assumé de la préserver des erreurs et imprudences attribuées à l'adolescence. Or, c'est tout le contraire qui est réservé aux garçons envers lesquels les mêmes censeurs ont tendance à être plus facilement laxistes. Les mêmes écarts de comportement réprimés chez la fille sont tolérés chez le garçon et assimilés à des étapes d'apprentissage préparatoires à sa vie d'adulte. Ces censeurs ont la conscience tranquille du responsable d'une communauté humaine qui remplit ses devoirs et use des prérogatives que lui confère l'autorité légitime attachée à sa position. La femme est l'initiatrice de la société. Elle est le creuset où se conçoit et où se forme l'homme, le fer de lance de la communauté. Tenir la femme, l'encadrer et la faire prospérer avec la pleine conscience de sa destinée d'épouse et de mère s'impose comme un devoir vital à la société Baya soucieuse des apostrophes. Assurer la sauvegarde de ses valeurs, de préserver ses us et coutumes et de maintenir sa personnalité. Les garçons en revanche sont libres d'aller où ils veulent pour s'amuser. Ils s'ébattent et grandissent dans leur groupe d'âge. Pendant les clairs de lune, ils peuvent se réunir, chanter et faire des rondes tard dans la nuit. En saison sèche, ils jouent à longueur de journée sur les plages et dans la rivière alors qu'on ne concède que quelques heures de liberté aux filles pour batifoler, le plus souvent entre elles et confinées dans un coin de la rivière où elles s'ennuient à faire des clapotis en attendant que les garçons veuillent bien venir les taquiner. Le contraire, c'est-à-dire une fille prenant l'initiative d'entrer dans des jeux de garçons, est perçue comme signe de dévergondage. L'effronté sera puni sévèrement, habituellement par le fouet complété par du jus de piment instillé dans les yeux. Au premier signe de puberté, les garçons sont enlevés à leur famille. On les rassemble en un lieu secret en brousse loin du village pour leur faire subir le rite de passage qui fera d'eux des adultes membres de la communauté. Pendant le temps que durent les épreuves, ils sont circoncis et ils reçoivent un nouveau nom. La circoncision du jeune garçon est l'ablation du prépuce pour libérer et exposer le gland du pénis. L'opération est réalisée avec un couteau certes bien aiguisé et tranchant mais à vif, sans anesthésie locale. C'est l'occasion créée pour tester le courage du garçon et apprécier sa capacité à supporter la douleur sans cris ni pleurs. Les circoncis apprennent également une langue ésotérique, dans laquelle ils communiquent uniquement entre eux pendant leur séjour. Les anciens peuvent alors procéder à leur initiation au secret de la communauté Baya et à leur formation sur l'éthique et les codes de conduite à observer en société. L'usage du langage ésotérique pour la transmission de l'ensemble de ce programme éducatif inscrit le jeune dans le cercle fermé des initiés adultes. Il est devenu un homme. Il doit couper immédiatement avec son précédent groupe d'âge non initié et ajuster son comportement à son nouveau statut. On enseigne aux initiés le rôle et la place qu'ils doivent tenir dans la société, comment s'occuper de l'épouse et des enfants. On leur apprend le courage en les amenant à la chasse et à la pêche dans des endroits inhospitaliers pour les confronter à des situations de réelles difficultés et de cette manière tremper leur caractère. Les périodes de dure épreuve sont heureusement entrecoupées de moments de loisirs pendant lesquels ils apprennent à chanter et à danser. Ils préparent ainsi la plastique de leur corps pour séduire les filles lors des festivités de fin de rite. En effet, maintenant certifiés adultes, ils doivent assez rapidement, mais encore en suivant le conseil des parents, s'unir à une des filles du village ou du voisinage pour fonder un foyer. L'espace géographique de chaque communauté clanique s'arrête jusqu'où peut porter la vue et c'est un cercle. À l'intérieur s'organisent les activités de subsistance et les manifestations socioculturelles. Les membres de la communauté se rallient derrière le chef, gardien du totem. Ils se réfèrent à lui pour régler les conflits et conduire la société. C'est un monde clos qui ne semble pas a priori concerné par ce qui se passerait au-delà de son espace de vie. Les grosses agglomérations ne comportent pas plus d'une centaine de ménages. Elles constituent des sous-unités dont la réplication maintes fois répétée a produit le pays Baya. En définitive, ce dernier est un maillage d'alliances matrimoniales conclues avec des clans moins puissants ou de liens de sang maintenus par des membres du clan qui, suite à un différend,
se sont soustraits du groupe pour aller créer de nouvelles communautés un peu plus loin et retrouver le calme. Mais où qu'il se trouve, le Baya conserve un lien fort avec son village d'origine et son chef qu'il rappelle fièrement à l'occasion comme d'autres tendent leur carte de visite. Au centre, le pays Mandja et Banda ne présente aucune différence notable s'agissant de l'habitat ou des activités agricoles. On y chasse également en saison sèche en allumant de grands feux de brousse. En revanche, le type humain varie. Alors que le Baya est élancé, athlétique et de teint sombre, les Mandja et surtout les Bandas sont plutôt petits et de teint clair. On dit le Baya honnête, souvent têtu et facilement téméraire chaque fois que la question de restaurer son honneur et sa dignité se pose. Dans les mêmes circonstances, l'opinion générale tiendrait le Mandja pour rarement digne de confiance et facilement enclin à voler. Le Banda est reconnu beau parleur, affabulateur et foncièrement couard. À cet égard, il est vivement conseillé lors de toute bagarre avec un Banda, de le maintenir au sol une fois qu'on l'a vaincu jusqu'à ce que tout le monde le constate. Sinon il a vite fait de convaincre l'assistance du contraire. Les autres tribus disent des Bayas pour les chambrer qu'à date fixe une fois l'an ils reçoivent du chef Gotia l'ordre de ne jamais plus se laver à l'eau froide tant que souffle l'harmattan et qu'il fait froid. Et qu'alors on risquerait l'affrontement physique avec tout Baya, qu'on aspergerait d'eau froide pendant la période de l'interdit. Aurait-on là un début d'explication au constat que certains adultes et la plupart des enfants Baya avec leur peau plus sombre desséchée par le vent froid et sec, paraissent souvent gris à cette époque de l'année? Toutefois, il existe dans le groupe Banda une communauté dont l'évocation du seul nom inspire la peur et force le respect, les Brotos. Ils sont connus pour leur grande maîtrise des phénomènes électriques naturels et le contrôle qu'ils peuvent exercer sur les mécanismes de leur déclenchement. Personne n'ose se les mettre à dos. Et comme quelqu'un affirme l'avoir appris de quelqu'un qui le tiendrait d'un autre qui, ainsi de suite, ce qui était peut-être une simple rumeur au départ s'est imposé comme une vérité que d'ailleurs personne ne prendrait le risque de vérifier. Les Brotos sont craints de principe, parce qu'ils ont le pouvoir de faire naître la foudre dans un ciel bleu sans nuages et de l'envoyer sur une personne ou une maison pour laver un affront. La femme Banda quant à elle mériterait qu'on lui fasse une mention spéciale. Cuisses légères, bombe sexuelle, croqueuse d'hommes sont les qualificatifs dont l'affublent ses détracteurs dans la gente féminine alors que les hommes célèbrent sa sexualité débridée. En couple, son infidélité serait communément constatée. Certains parmi les hommes, après en avoir profité, l'assimileraient à un cadeau des dieux animés de l'esprit de partage et attentif à leurs besoins d'affection. La femme Banda serait plus souvent nymphomane, avec un appétit sexuel difficile à satisfaire fidèlement par un seul homme. En conséquence, nombreux semble-t-il, sont les cas de vie en couple où, suite à des désirs refoulés et des frustrations, la femme Banda serait encline à développer une tendance sadomasochiste. Elle adorerait se faire battre par son mari, et plus elle recevrait de coups, plus elle serait heureuse. Autrement dit, tant que son mari la taperait, ce serait la preuve de l'amour qu'il lui porte. Au besoin, elle le provoquerait pour subir ces coups qui, loin d'être de la maltraitance, ranimeraient le cœur et serviraient de préliminaire au rapport sexuel du couple. Ainsi averti, on comprend mieux qu'en prise de dépit, la femme Banda se lamente en ces termes. Qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour mériter un homme qui ne lève jamais la main sur moi? Ailleurs, sous des cieux orientaux, où par excès de jalousie, les hommes assimilent l'infidélité féminine à une tare naturelle qu'ils ont devoir de réprimer sans relâche, la femme Banda y serait plus que jamais heureuse. Un adage y commande à l'époux qui revient à la maison au terme d'une longue absence, de battre sa femme sans se poser de questions car si lui ne sait pas pourquoi, sa femme, elle le sait. À l'Est, en revanche, la proximité avec le Soudan avait favorisé l'émergence de sultanats locaux, tête de pont du trafic d'esclaves vers l'Arabie saoudite et le Yémen. Ils étaient encore prospères au début de la colonisation française. Le dépeuplement de cette zone encore perceptible de nos jours est le résultat de la lourde saignée opérée dans la population surtout masculine par les razzias d'esclavagistes. La persistance de cette situation à travers des décennies a drastiquement réduit le nombre d'hommes. En conséquence, les opportunités de rencontres intimes hommes-femmes pour la formation de couples se sont raréfiées d'autant. Cette faible probabilité de rencontre pour procréer a entraîné et explique les faibles indices de natalité régulièrement rapportés par des études socio-démographiques dans cette zone. Les populations, conscientes de la menace sur leur survie,
voire du risque réel de disparition de leur communauté, ont adopté certains comportements et pratiques visant à favoriser les occasions de procréation afin d'améliorer le taux de natalité. En saison sèche, quand les nuits sont douces et éclairées par des clairs de lune à trouver une aiguille par terre, les Andés en particulier organisent des bacchanales nocturnes soutenues par des chants, des danses et des libations. Pendant la semaine que durent ces manifestations, toutes les restrictions relatives aux rapports sexuels à l'exception de l'inceste sont levées, la fidélité au sein des couples mariés est suspendue, l'amour est déclaré libre, tout membre pubère de la communauté est encouragé à s'accoupler à tout autre membre de sexe opposé consentant et en âge de procréer. Les couples hypoféconds peuvent ainsi bénéficier opportunément des services de géniteurs puissants et plus efficaces, et la nuit procure le voile pudique à l'anonymat requis pour ce temps de libéralité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.